Les marches de marbre de la Cour suprême brillaient sous le soleil du matin, reflétant une clarté qui contrastait avec la lourde tension suspendue dans l'air. Des équipes de tournage bordaient le trottoir. Des journalistes avec des badges battaient des ailes dans la brise alors qu'ils murmuraient dans leurs micros, tous concentrés sur un seul homme, Tom Holland. Il est sorti de la voiture noire fournie par le gouvernement non pas en tant que star de cinéma, non pas en tant que Spider-Man, mais en tant qu'accusé de 28 ans accusé de parjure devant la plus haute cour des États-Unis. Tom ajusta les poignets de son modeste costume gris, sans marque de créateur, sans flair hollywoodien. Juste un homme, dépouillé de sa célébrité, entrant dans l'histoire. Ce n'est qu'un enfant acteur, a ricané une voix de la presse. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait d'impatience. Le juge Clarence M. Ellison, un originaliste constitutionnel pragmatique d'une soixantaine d'années, a examiné le dossier avec les yeux plissés. Connu pour son impatience à l'égard de la théâtralité et son dédain pour la culture de la célébrité, il avait la réputation de déchiqueter des accusés de haut niveau lors d'audiences publiques. Monsieur Holland, commença-t-il brusquement au moment où Tom se tenait devant lui, vous comprenez les accusations portées contre vous? Oui, votre honneur, répondit Tom, la voix ferme. La salle d'audience a assisté à la lecture à haute voix des chefs d'accusation. Tom a été accusé d'avoir menti sous serment lors d'un précédent témoignage au Congrès concernant l'utilisation par sa fondation des subventions fédérales au logement d'urgence. Les procureurs ont affirmé qu'il avait sciemment déformé la façon dont les fonds avaient été distribués au refuge pour jeunes. Le titre avec lequel tout le monde s'est présenté était simple et brutal, Tom Holland a menti au Congrès. Pour le public, c'était une trahison. Pour le monde juridique, il s'agissait d'un test de responsabilité des célébrités. Mais pour Tom, c'était personnel. Le juge s'est penché en avant. Avez-vous l'intention que votre avocat parle en votre nom? Non, votre honneur, dit Tom doucement. Je vais parler pour moi-même. Des halètements se sont propagés dans la galerie. Très bien, a répondu sèchement le juge Ellison. Continuez. Tom s'avança, imperturbable. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une seule feuille de papier pliée, une vieille copie de la Constitution des États-Unis, portée sur les bords. Il le déplia lentement et le posa sur le podium. Ce n'est pas un accessoire, a-t-il dit, levant les yeux vers le juge. C'est ma défense. La salle d'audience s'est tue. Je ne suis pas avocat. Je n'ai jamais prétendu l'être. Mais lorsque j'ai témoigné devant le Congrès, j'ai cité la loi de 1997 sur l'itinérance d'urgence, l'article 12b, qui autorise spécifiquement le pouvoir discrétionnaire de réaffectation lors de catastrophes régionales. Cette clause a permis à notre fondation de rediriger les fonds vers un refuge à Philadelphie après que l'installation de Baltimore soit devenue inutilisable en raison de dommages structurels. C'était du domaine public. Le juge leva un sourcil. Tom continua. L'article 12b a été abrogé en 2019, mais la base de données fédérale n'a mis à jour la citation qu'après mon témoignage. Je n'ai pas menti. J'ai cité ce qui était légalement répertorié à l'époque. Il tourna le document vers le juge, soulignant la clause d'un doigt tremblant. Des murmures éclatèrent dans la galerie. L'un des procureurs adjoints se déplaça inconfortablement sur son siège. Tom se tenait plus grand maintenant. Je n'ai pas induit le Congrès en erreur. J'ai fait référence à un document juridique, publié officiellement par votre gouvernement, et j'ai agi de bonne foi. Si c'est criminel, alors la loi a besoin d'un miroir. Le juge Ellison fixa le document, puis le jeune homme devant lui. Il n'y avait pas de bravade, pas de théâtralité, seulement de la clarté et du calme. Le juge baissa les yeux, les lèvres pincées. Le tribunal se réunira à nouveau à midi, a-t-il déclaré. Le marteau tomba avec un bruit sourd. Tom s'est détourné de la barre, les yeux immobiles, tandis que toutes les caméras à l'extérieur de la salle d'audience attendaient un titre. Mais ce qu'ils ont obtenu à la place, était une question. Qui ment vraiment, ceux qui parlent, ou ceux qui font taire les vérités qui dérangent? Au moment où la salle d'audience s'est réunie à midi, tout le pays regardait. Tous les grands médias avaient repris la défense inhabituelle de Tom Holland. Des clips le montrant faisant calmement référence à la Constitution étaient déjà à la mode sous des hashtags comme #Tom vs The Cour et #ConstitutionalSpider. Mais à l'intérieur des piliers de marbre de la Cour suprême, l'énergie était loin d'être numérique. C'était réel, tendu et se déroulait à chaque respiration. Le juge Ellison entra avec la même attitude de pierre, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Il ne voyait plus seulement un accusé, mais un esprit qui s'était préparé. Il ajusta ses lunettes et fit signe au tribunal de commencer. Tom était déjà debout, les mains jointes devant lui, la posture droite. Il ne jouait pas. Il n'était pas performant. Il était simplement entendu. La procureure, une femme grande et sévère nommée Veronica Steele, s'est approchée du podium. Connue pour ses tactiques agressives et sa tolérance zéro pour les appels émotionnels,
elle a plissé les yeux vers Tom. M. Holland, commença-t-elle, même si ce que vous avez dit plus tôt est exact, vous avez quand même distribué des fonds sur la base de documents juridiques obsolètes. N'est-ce pas? Irresponsable au mieux? Tom n'a pas bronché. Pas quand la propre base de données du gouvernement indiquait que cette loi était en vigueur. Seriez-vous d'accord, insiste-t-elle, pour dire qu'un homme dans votre position ou une personnalité publique, un défenseur de la jeunesse, a un devoir encore plus élevé de vérifier les informations juridiques? Oui, dit Tom. Et je l'ai vérifié. Avec qui? A-t-elle rétorqué. Le bureau du directeur régional du HUD. J'ai des relevés de courriel confirmant que j'ai demandé des conseils sur la base de l'article 12b et que je n'ai reçu aucune correction. Il tira une page imprimée de son dossier, la tenant en l'air. Le juge Ellison a fait un geste vers le document. Un huissier de justice l'a récupéré et l'a remis. Le juge l'examina en silence. La salle attendit, retenant son souffle collectif. Steele recula, momentanément désarmé. Elle s'est ressaisie. Alors, M. Holland, changeons-nous. Votre fondation a-t-elle bénéficié d'une manière ou d'une autre de la réaffectation de ses fonds au refuge de Philadelphie? Tom cligna des yeux, confus. Avantage? Vous voulez dire, financièrement? Oui. Non. L'abri était sur le point de fermer. Nous avons payé de notre poche pour couvrir les salaires du personnel jusqu'à ce que le rajustement fédéral soit approuvé. Il n'y a eu aucun gain personnel. Vous vous attendez à ce que nous croyions, dit-elle d'une voix plus élevée, qu'un acteur hollywoodien a volontairement avancé des centaines de milliers de dollars pour une organisation à but non lucratif. Tom se pencha légèrement en avant. Oui. Oui. Parce que j'étais autrefois l'un de ses enfants. La salle d'audience s'est figée. Je sais ce que c'est que de dormir sur le canapé d'un ami et de faire semblant que c'est une soirée pyjama. Je sais ce que c'est que d'être joyeux sur le plateau, tout en se demandant où tu vas loger la semaine prochaine. Alors, quand j'ai vu ce refuge s'effondrer, quand j'ai vu leur financement coupé, j'ai agi. Il s'arrêta, non pas pour faire effet, mais pour respirer. Je ne suis pas ici parce que je suis une célébrité. Je suis ici parce que j'ai refusé de laisser la bureaucratie décider si les enfants dormaient dans la rue. Silence. Même Steele n'a pas répondu. Elle retourna simplement à sa place. Le juge Ellison leva les yeux. Votre témoin, monsieur Holland. Tom est retourné sur le podium. Cette fois, il n'avait pas de papier dans les mains. Juste une voix. Il s'adressa à la salle, non pas avec colère, mais avec une clarté tranquille. Il y a une croyance, a-t-il dit, que la célébrité vous protège. Mais parfois, cela ne fait que vous rendre une cible plus grande. Je ne suis pas au-dessus des lois. Je n'ai jamais voulu l'être. Mais je crois que la loi doit servir le peuple. Et parfois, il oublie comment. Il recula. Le juge baissa les yeux sur les documents devant lui, puis de nouveau sur Tom. Nous entendrons les arguments finaux demain. La séance est levée. Mais dans l'esprit de toutes les personnes présentes, quelque chose avait déjà changé. Le garçon qu'il pensait devoir s'effondrer venait de tracer une ligne dans le sable. Et pour la première fois, la loi a cligné des yeux. À l'extérieur du palais de justice, une tempête avait commencé, non pas dans le ciel, mais sur les écrans des médias. Du jour au lendemain, les paroles calmes de Tom Holland et sa défense constitutionnelle ont été disséquées sur toutes les chaînes. Les experts juridiques étaient divisés. Certains l'ont qualifié de coup astucieux. D'autres l'ont qualifié de défense populaire la plus précise qu'ils aient vue en une décennie. À l'intérieur d'une modeste chambre d'hôtel à quelques pâtés de maison de là, Tom était assis, les paumes jointes. Pas de manager. Pas d'avocat. Juste un bloc-notes, son téléphone et un exemplaire usé de la Constitution qu'il portait depuis son adolescence. De l'autre côté de la ville, le juge Ellison est resté dans son cabinet plus tard que d'habitude. Il fixa l'email du bureau régional du HUD, où Tom avait en effet demandé des éclaircissements juridiques. Aucune réponse n'a été donnée. Et pourtant, ce jeune homme se tenait là, accusé de tromperie délibérée. Le lendemain matin, une énergie différente a rempli la salle d'audience. La galerie était bondée, non pas de célébrités, mais de décideurs, d'avocats et de citoyens curieux. C'était devenu plus qu'un procès, c'était un référendum sur la vérité dans la fonction publique. Tom entra dans la pièce, accueilli non pas par des caméras, mais par des hochements de tête. Même Véronica Steele, froide et posée, semblait moins conflictuelle. Il y avait quelque chose dans l'histoire de Tom, sa sincérité, qui l'adoucissait elle-même. Le juge Ellison l'a regardé directement. M. Holland, avant de passer aux plaidoiries finales, j'ai une question. Oui, votre honneur. Dans votre témoignage, vous avez mentionné que vous étiez autrefois dans une situation similaire à celle des enfants que votre fondation aide. Pouvez-vous clarifier ce que vous vouliez dire? Tom prit une inspiration. Quand j'avais 16 ans,
L'entreprise de mon père s'est effondrée. Nous avons perdu notre maison. Pendant plusieurs mois, nous sommes restés chez différents amis, en alternance les nuits pour éviter d'épuiser notre accueil. J'ai continué à travailler comme actrice, mais personne ne savait que nous étions sans abri. Nous l'avons bien caché. Des murmures ont résonné dans la salle d'audience. Je racontais des blagues dans des émissions de fin de soirée pendant que ma mère pleurait dans les toilettes des motels. J'ai signé des autographes entre les scènes de tournage, ne sachant pas si nous pourrions nous permettre de dîner ce soir-là. C'est pourquoi j'ai créé Haven où il jeta un coup d'œil au procureur, notre fondation. Parce que personne ne croyait qu'un gamin comme moi pouvait passer entre les mailles du filet. Le juge resta immobile, puis hocha lentement la tête. Merci pour votre honnêteté. Véronica Steele se leva, plus prudemment maintenant. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Un moment de silence s'ensuivit, interrompu seulement par le bourdonnement lointain des climatiseurs des palais de justice. Le juge Ellison se déplaça. Vous pouvez procéder à votre déclaration finale, M. Holland. Tom hocha la tête et se dirigea vers le podium. Il n'a pas apporté de notes. Il n'a rien apporté. Ce que j'ai dit a peut-être été imparfait. Non pas parce que je voulais tromper, mais parce que je faisais confiance au système. Je croyais que la base de données officielle du gouvernement était à jour. Je croyais que les responsables que j'ai contactés répondraient. Ils ne l'ont pas fait. Mais j'ai agi, parce que les enfants que nous avons servis n'ont pas eu le temps d'attendre. Il s'arrêta, puis regarda vers la galerie. Cette affaire ne me concerne pas. Il s'agit des normes que nous établissons pour les personnes qui essaient d'aider les autres. Si nous exigeons la perfection dans la conformité bureaucratique, nous ferons fuir tous ceux qui sont prêts à faire quelque chose de réel. Il regarda le juge. Je ne suis pas venu ici pour gagner. Je suis venu ici pour expliquer. J'espère juste que quelqu'un écoute. Puis, tranquillement, il recula. Le juge Ellison a clos le dossier devant lui. Le tribunal est ajourné jusqu'à ce que le verdict soit rendu demain. Lorsque le marteau a frappé, la pièce n'a pas expiré, elle s'est figée. Parce que pour la première fois depuis longtemps, une salle d'audience n'avait pas l'air d'un champ de bataille, mais un miroir. Le matin du verdict est arrivé dans un calme inquiétant. Washington DC semblait retenir son souffle, comme si la ville elle-même comprenait la gravité de ce qui allait se dérouler. Il n'y avait pas de sirène, pas de klaxon, juste un silence rompu seulement par le cliquetis des chaussures de ville sur les marches du palais de justice. À l'intérieur de la Cour suprême, la tension était sans pareil les unes aux autres. Aucun appareil photo n'était autorisé à l'intérieur, mais un millier d'objectifs attendaient derrière ces portes. Des foules s'étaient rassemblées, certaines tenant des pancartes en soutien à Tom Holland, d'autres sceptiques, mais toutes curieuses. Tom entra dans la salle d'audience vêtu du même costume gris. Non pas par manque de garde-robe, mais par conception. Il n'était pas là pour se refaire une image ou gagner la faveur du public, il était là pour terminer ce qu'il avait commencé. Le juge Ellison était assis plus haut aujourd'hui, en quelque sorte plus rigide. À côté de lui, un greffier du tribunal a remis l'avis écrit final. Il n'y jeta pas un coup d'œil. Pas encore. Monsieur Holland, commença-t-il d'une voix claire et directe. Ce tribunal a examiné tous les documents présentés, les communications et les témoignages. La question qui se posait à nous n'était pas votre popularité, ni votre profession, mais votre intention et votre fidélité à la loi fédérale. Tom resta immobile. Le juge Ellison a poursuivi. Pour déterminer si vous avez sciemment donné de fausses informations sous serment, le tribunal a pesé à la fois les documents juridiques disponibles à l'époque et vos efforts pour demander des conseils. Il s'arrêta, un long silence fendant la pièce. Nous constatons que vos actions étaient conformes aux informations dont vous disposiez. De plus, le fait de ne pas recevoir d'éclaircissement en temps opportun de sources fédérales constitue un échec du processus, et non une tromperie. Tom ferma les yeux, le temps d'un instant. Ce n'était pas du soulagement. C'était la libération. Vous êtes donc innocenté de toutes les accusations de parjure. Des halètements, des sanglots étouffés et même un seul applaudissement ont éclaté avant d'être étouffés. Les mains de Tom, jusque-là étroitement liées, se détendirent lentement. Le juge Ellison, pour la première fois dans cette affaire, l'a regardé non pas comme un accusé, mais comme un homme. M. Holland, la loi n'est pas seulement de l'encre sur du papier. C'est l'esprit avec lequel nous le portons. Votre cas nous rappelle que la vérité n'est pas toujours pure, ni facile, mais qu'elle est nécessaire. Tom déglutit difficilement. Je suggère, cependant, a ajouté le juge, que vous embauchiez un avocat la prochaine fois. Cela a fait rire, même dans la galerie. L'affaire étant close, la salle d'audience s'est vidée. Mais Tom ne s'est pas précipité dehors. Il se leva tranquillement, puis s'approcha de l'huissier et lui serra la main. Au greffier. Au sténographe judiciaire. Il a remercié chacun d'eux personnellement. Pas de caméra. Pas de script.
Juste. Tom. Dehors, la foule avait grossi. Alors qu'il franchissait les portes, un mur de journalistes s'était lancé vers l'avant. Microphones étendus. Les questions fusaient. Mais Tom leva une main, non pas en silence, mais avec clarté. « Je parlerai plus tard », a-t-il dit. « Pour l'instant, je veux juste appeler ma mère. » La foule se sépara pour lui. Un pâté de maison plus loin, assis sur un banc de pierre bas sous une rangée de cerisiers en fleurs, Tom a sorti son téléphone. Il sourit doucement quand il sonna. « Et, a-t-il dit, c'est fait. » Une pause. « Non, je ne rentre pas encore à la maison. Je pense que j'ai encore du travail à faire. » 3 jours après le verdict, Tom Holland se tenait sur les marches de Haven, le même refuge qui avait failli fermer lorsque le financement a échoué. Le bâtiment était encore patiné, la peinture encore écaillée, mais les lumières étaient allumées. Les enfants à l'intérieur riaient. Il n'était pas revenu en tant que célébrité, ni même en tant qu'homme innocenté, mais en tant que quelqu'un qui savait maintenant que le système en lequel il avait toujours fait confiance n'était pas aussi inébranlable qu'il le croyait autrefois. À l'intérieur, le personnel l'a accueilli avec des accolades et du soulagement. Un jeune garçon, pas plus âgé que 10 ans, s'accrocha à la main de Tom et ne la lâcha pas. « Tu es revenu » murmura le garçon. « Je l'ai promis » a répondu Tom. Dans un bureau voisin, la directrice de Haven, Madame Lourdes Castillo, lui a offert du thé alors que les journalistes se rassemblaient à l'extérieur. Elle tourna la télévision vers lui. Toutes les grandes chaînes d'information diffusaient encore son témoignage. Analyse après analyse. Débats. Éditoriaux. « Voulez-vous répondre à tout cela » a-t-elle demandé. Tom secoua la tête. « J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. » Elle hocha la tête. « Vous savez qu'ils vont vous demander de parler dans les facultés de droit maintenant, n'est-ce pas ?» Il a ri. « Que Dieu les aide. » Un coup frappé à la porte interrompit le moment. C'était un courrier, avec une enveloppe scellée. Tom l'ouvrit lentement. C'était du bureau du juge Ellison. À l'intérieur, une seule note écrite à la main. « Merci de nous rappeler pourquoi la loi existe en premier lieu. » Oh. Tom la fixa un instant, la mâchoire serrée d'émotion. Il posa le billet sur le bureau et se retourna vers la fenêtre. Dehors, les gens ne scandaient pas de slogans et ne protestaient pas. Ils attendaient simplement, regardant vers l'homme qui avait transformé un procès en une conversation sur la vérité, le courage et la responsabilité civique. Ce soir-là, Tom a accepté de participer à une diffusion en direct, sa première déclaration publique depuis le procès. Pas de costume. Aucune référence légale. Juste lui, en sweat à capuche noire, assis au bord d'un petit canapé dans la salle communautaire du refuge. Il a parlé dans la webcam. « Je ne suis pas venu ici pour être un symbole », a-t-il déclaré. Mais si cette expérience m'a appris quelque chose, c'est que la vérité ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Il suffit d'écouter. Il se pencha plus près. N'ayez pas peur d'agir lorsque le système s'arrête. Ne laissez pas la paperasserie décider qui reçoit de l'aide. Et ne pensez pas que votre voix est trop petite pour compter. Je ne suis pas avocat. Je suis juste un gars qui a dû apprendre à lire les règles pour protéger les gens que j'aime. Des milliers de personnes regardaient. Les commentaires ont afflué. Certains l'ont qualifié de naïf. D'autres l'ont qualifié de courageux. Tom ne se souciait ni de l'un ni de l'autre. Il voulait juste que les enfants aient un endroit où dormir. À la fin de la diffusion en direct, il est sorti à nouveau. L'air de la nuit était vif. Quelque part au loin, quelqu'un fredonnait. Il sourit. La salle d'audience était maintenant derrière lui. Mais les travaux ne faisaient que commencer. Une semaine plus tard, Tom Holland s'est retrouvé à arpenter les couloirs d'une prestigieuse école de droit à New York, cette fois non pas en tant qu'accusé, mais en tant que conférencier invité. L'ironie ne lui a pas échappé. Il est passé devant des photos encadrées d'affaires emblématiques, des étagères de livres reliés en cuir et des salles de classe remplies d'étudiants qui avaient mémorisé la Constitution à laquelle il s'était autrefois accroché par désespoir, et non par programme d'études. À l'intérieur d'un grand amphithéâtre, plus de 200 étudiants attendaient. Certains étaient curieux, certains sceptiques. Mais tous étaient à l'écoute. Ce n'était pas une autre visite de célébrité, c'était quelque chose de plus nuancé. Le doyen le présenta avec une chaleur prudente. « M. Holland n'est pas un avocat », a-t-elle dit. Mais après la semaine dernière ? Beaucoup dans notre domaine se demandent s'il ne devrait peut-être pas l'être. Des rires se sont propagés dans le public. Tom est monté sur le podium, vêtu d'un jean, d'une chemise boutonnée et sans cravate. Il prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas ici pour vous enseigner la loi », a-t-il commencé. « Je suis ici parce que je devais le vivre, et cela m'a presque brisé. » Il s'est exprimé clairement, partageant non seulement les aspects juridiques de son procès, mais aussi le coup émotionnel ou les moments de doute, les nuits interminables à relire les clauses et les notes de bas de page,
se demandant s'il n'avait pas commis une erreur fatale. Je n'essayais pas de déjouer qui que ce soit. J'essayais juste de ne pas décevoir les gens qui comptaient sur moi. C'est ce que devrait être le droit, n'est-ce pas? Protéger les gens qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Une étudiante a levé la main. Pensez-vous que vous auriez gagné si vous n'aviez pas été célèbre? La salle se tut. Tom hocha la tête. Probablement pas. Et c'est ce qui me fait peur. Il a laissé cela en l'air. La célébrité ne m'a pas protégé. Cela m'a mis en lumière. Mais pour chaque personne qui regarde ma vidéo et me dit « tant mieux pour lui », il y en a 10 autres sans projecteur, sans hashtag tendance, juste une date d'audience et sans défense. Il a poursuivi. Ce qui m'a fait le plus peur, ce n'est pas de perdre l'affaire. C'était de réaliser combien le système peut échouer si vous n'avez pas le temps, l'argent ou la voix pour repousser. Les étudiants ont écouté, certains se penchaient en avant, d'autres griffonnaient des notes, non seulement sur l'affaire, mais aussi sur l'humain qui se cachait derrière. Après la conférence, les étudiants se sont rassemblés, ont posé des questions, ont partagé des histoires personnelles. Un jeune homme a déclaré que sa sœur s'était déjà vue refuser de l'aide dans le même refuge que Tom s'était battu pour financer. Une autre a déclaré qu'elle avait été inspirée à passer du droit des sociétés au droit civil. Tom quitta le bâtiment quelques heures plus tard, sa voix presque éteinte mais son esprit renouvelé. Alors qu'il descendait les marches, son téléphone a sonné. C'était un message du juge Ellison. J'ai entendu dire que vous aviez fait une forte impression à Columbia. Vous avez l'habitude de changer de chambre, monsieur Holland. Il sourit. Mais la nuit n'était pas finie. Alors qu'il se dirigeait vers le métro, un adolescent sans abri s'est approché de lui près de l'angle de la 116e rue. Êtes-vous le gars du procès? Tom hocha la tête. L'adolescent baissa les yeux, tripotant ses manches. Je vis ici depuis un moment. J'ai vu votre vidéo. Cela m'a fait penser que peut-être quelqu'un comme moi compte. Tom ne parla pas. Il enleva son écharpe et la tendit doucement au garçon. Vous le savez, a-t-il dit. Pas de caméra. Pas d'applaudissements. Juste un échange discret entre deux inconnus. Et à ce moment-là, plus que dans n'importe quelle salle d'audience ou amphithéâtre, la justice semblait réelle. 2 mois après le procès, le Capitole a invité Tom Holland à assister à un panel bipartite sur les initiatives d'impact social. Il n'était pas prévu qu'il prenne la parole. Il suffit d'observer. Mais le destin a voulu que l'un des orateurs prévus, un bureaucrate désigné, n'ait pas pu être présent. Et donc, on a demandé à Tom de le remplacer. La salle était intimidante. Des sénateurs, des dirigeants d'organisations à but non lucratif, des correspondants de médias et des sceptiques qui se demandaient encore ce qu'une star de cinéma faisait dans une discussion politique. Pourtant, lorsque Tom s'est approché du micro, il n'a pas pris de position. Il n'a pas supplié. Il a simplement partagé. Je ne suis pas ici pour réinventer le gouvernement, a-t-il déclaré. Je suis ici parce que j'ai failli être écrasé par son silence. Il a parlé de son procès, oui, mais plus des enfants de Haven, des lignes téléphoniques cassées et des bases de données obsolètes, de la simple cruauté des courriels sans réponse. Il n'a pas blâmé. Il a décrit. Et cela a fait toute la différence. À la fin du panel, 3 sénateurs avaient accepté de coparrainer un nouveau projet de loi proposant des protocoles d'intervention rapide pour les organisations à but non lucratif dans la désignation d'abris d'urgence. Ils l'ont appelé la disposition Hollande. Ce nom fit rire Tom. Il n'avait pas cherché à inspirer la politique. Il voulait juste garder les lumières allumées. De retour à Londres, à l'approche des vacances, Tom retourna à une vie plus calme. Pas de rôle au cinéma. Pas de fanfare politique. Juste tôt le matin, le thé et de longues promenades. Mais quelque chose avait changé. Pas seulement en lui, dans la façon dont le monde le voyait. Il a commencé à recevoir des lettres d'étudiants en droit, d'avocats commis d'office, et même de juges en exercice. Des lettres qui commençaient non pas par « Cher M. Holland, je suis un fan », mais par « Merci de me rappeler pourquoi je fais ce travail ». Une lettre s'est démarquée. C'était d'une femme du Nebraska. Elle avait déjà été sans abri avec son fils et avait failli perdre sa garde en raison de retard bureaucratique. Elle a écrit « Quand je vous ai vu seul, je nous ai tous vus. Et pour une fois, quelqu'un comme nous n'a pas simplement survécu au système. Vous l'avez changé. » Tom plia soigneusement cette lettre et la plaça au dos de sa constitution. Quelques semaines plus tard, un jeudi pluvieux, il s'est rendu dans une petite école locale où les enfants avaient créé une fresque murale représentant des personnes qu'ils considéraient comme de vrais héros. Entre 2 portraits de pompiers, de médecins et d'enseignants, un enfant avait peint Tom, debout dans une salle d'audience, tenant une version miniature de la Constitution comme un bouclier. Il sourit. Et pour la première fois depuis le verdict, il s'est laissé aller à la fierté. Parce que parfois, la justice ne vient pas avec un marteau ou un gros titre.
Parfois, cela s'accompagne d'un crayon de couleur et de la conviction d'un enfant que le monde peut encore être juste, si quelqu'un est assez courageux pour se lever, même lorsqu'il est seul.